Voilà, nous sommes ensemble. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous des rencontres économiques d'Aix, aujourd'hui à la Maison de la Radio à Paris. Merci à tous, merci d'être avec nous pour un sujet absolument passionnant dans le cadre du sujet global sur les dérèglements du monde, comment agir face aux dérèglements du monde, un avenir conflictuel à prévenir avec François-Xavier Priolo. Vous êtes maire de Louviers, bonjour, Bonjour. vice-président de la région Normandie, en charge du Forum mondial Normandie pour la paix, qui est un peu le Davos finalement de la paix en France, et c'est très important. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, merci beaucoup d'être avec nous, auteur notamment du livre Et après, chez Fayard, pour une écologisation de la politique. Robert Mallet sera avec nous en direct de Washington. Il préside l'International Crisis Group. Yan Xutong, secrétaire général du World Peace Forum, sera avec nous depuis la Chine. Merci beaucoup à chacun. Dominique Moisy, Special Advisor géopoliticien, bien sûr, à l'Institut Montaigne. À tous les cinq, avec tous les cinq, eh bien, on va faire un peu un état des lieux. On a senti pendant cette crise du Covid que chacun finalement essayait de lutter pour lui-même. Est-ce que cette crise est un catalyseur du désordre du monde? Comment prévenir les conflits? Comment reconstruire un nouvel ordre qui ne cède pas aux colères mais qui reste fondé sur le droit? François-Xavier Priolo, c'est à vous d'introduire un peu les termes justement de ce débat aujourd'hui. Merci Ruth Elkrief. C'est vrai que nous célébrons cette année le 75e anniversaire des Nations Unies. Et il y a quelques jours, dans une interview, je crois que c'était au Figaro, Antonio Guterres déclarait que les relations entre les grandes puissances n'avaient jamais autant dysfonctionné qu'aujourd'hui. Et c'est tout l'équilibre des relations internationales qui s'en trouve affecté. La question, c'est de savoir si ce dysfonctionnement, est-ce qu'il est conjoncturel? Est-ce qu'il va être permanent? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les manifestations? Et est-ce que d'une certaine façon, il va falloir devoir apprendre à vivre avec, voire à s'y résigner? Et la pandémie à laquelle est confronté le monde, elle n'a pas seulement des conséquences sanitaires, économiques, sociétales ou sociales, elle a aussi des conséquences sur les relations internationales, sur les conflits. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution en demandant un moratoire sur tous les conflits, à l'exception de la lutte contre le terrorisme, pour pouvoir lutter plus efficacement contre la pandémie. De là à dire que la pandémie, elle change la donne internationale, serait peut-être excessif, car cette crise sanitaire, on peut aussi la voir davantage comme un révélateur, comme un accélérateur. Un révélateur de phénomènes préexistants, le déclin du multilatéralisme, et un accélérateur sur, en effet, cette logique de confrontation entre les États qui l'emporte sur les mouvements de coopération, sur la colère qui l'emporte sur la raison, sur l'humiliation qui peut l'emporter sur la régulation. Alors oui, tout ça peut faire craindre un avenir conflictuel, d'où l'intitulé de notre débat. Un avenir conflictuel à prévenir. Et à elle seule, cette question, c'est une équation à trois inconnus. D'abord l'avenir, parce que bien malin, celui qui pourrait prévoir ce qui va se passer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Revenons 6 mois en arrière, personne n'avait vu ou en tout cas préparé ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle américaine. Et qui peut dire aujourd'hui ce que sera le résultat de cette élection déterminante pour l'avenir du monde? Il y a aussi le mot de conflictuel. Que veut dire conflictuel? Qu'entend-on par les conflits? Est-ce que ça signifie pour le monde un état de guerre? Quelles sont les nouvelles formes que peuvent prendre ces conflits? On l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, les démocraties elles-mêmes sont contestées de l'intérieur et on voit que ces conflits ne correspondent plus forcément à ce que nous avons connu jusqu'à présent. On a aussi des conflits entre les générations qui peuvent avoir des impacts importants sur les équilibres du monde. Et puis enfin, prévenir. Comment détecter ces conflits? Comment repérer les signaux faibles? Quels sont les acteurs de cette prévention et dans quelle mesure les États seront de moins en moins ceux qui pourront jouer ce rôle de prévention? Dans quelle mesure on va aussi s'appuyer sur d'autres structures associatives, des ONG, une opinion publique internationale? Et en fin de compte, notre débat pourrait nous conduire à nous interroger sur la réalité de la communauté internationale, ce qu'il en reste en 2020, 75 ans après la création d'un ordre international calqué sur la photographie d'une scène internationale qui a profondément changé. Scène internationale sur laquelle des acteurs jouent un rôle. Et si je veux filer la métaphore par rapport au théâtre classique, il faudrait parler à la fois du temps, du lieu et de l'action. Le temps, c'est aujourd'hui l'enjeu pour
les relations internationales, à la fois de gérer l'immédiateté, la réaction dans l'urgence, et on a vu les difficultés pour l'Europe à s'organiser, puis en même temps de se projeter sur des enjeux de long terme pour justement prévenir cela. Les lieux, c'est quelles vont être les enceintes qui vont pouvoir accueillir le multilatéralisme. Est-ce qu'il faut euh, renoncer aux enceintes des Nations Unies? Est-ce que nous n'aurons rien à la place ou est-ce qu'il faut inventer quelque chose? Et puis enfin, la question de l'action, c'est la question du leadership. Est-ce que le monde peut continuer à fonctionner sans leader incontesté? Voici quelques questions, j'imagine, qui pourront nourrir nos échanges. Merci beaucoup François-Xavier Préolo. Donc Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, vous avez souvent expliqué à quel point finalement il n'y avait plus de superpuissance et que le monde était livré à un chaos depuis ces dernières années. Cette crise, elle a accéléré en fait, elle a révélé, comme vous l'expliquez, un État déjà existant. Donc comment est-ce que vous voyez les années à venir et même la situation d'aujourd'hui? Est-ce qu'on risque d'entrer dans un état de guerre ou est-ce qu'on reste dans ce chaos, dans ce désordre, dans cette illisibilité? Alors d'abord, quelque chose, malheur est bon. On l'a déjà dit. Ce qui s'est passé, la pandémie qui était très prévue, hein, rapport de la CIA, livre blanc sur la défense de beaucoup de pays, ils indiquaient qu'inévitablement, une pandémie comme ça allait ressurgir, allait se propager au rythme du mouvement brownien qui caractérise l'époque, et il y en aura d'autres après ce virus. C'était prévu, c'était inaudible, ça n'a pas été entendu. Bon. Donc ça a fonctionné comme un crash test. C'est un révélateur. Ça ne change pas la distribution du rapport de force international. Et en fait, ce que la grande opinion découvre maintenant à travers ce traumatisme, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout le monde a peur de la même chose en même temps. Hein. C'est jamais arrivé. Tous les spécialistes le savaient. Le fait que les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance, la montée en puissance de la Chine, la volonté récente de Trump d'endiguer, enfin, tous les batailles géantes au sein de l'islam, toutes sortes de conflits géopolitiques classiques, tout ça, tout le monde le savait en fait. Simplement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de communauté internationale, plus ou pas encore, qu'il n'y a pas un ordre mondial, mais il y a un désordre mondial instable. Donc, ça se voit. Il faut tirer des leçons de ça et se mettre, s'appuyer sur ce constat peut-être pénible, mais en tout cas réaliste, pour agir et traiter ce matin notre sujet, c'est-à-dire avenir conflictuel. Alors, moi, je pense que l'avenir est en effet conflictuel, mais je ne dis pas guerre mondiale. Quand Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, parle d'un monde chaotique, il veut dire imprévisible, instable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques militaires classiques. Par exemple, on aimerait pouvoir penser qu'il n'y aura pas d'affrontement militaire dans les 10 prochaines années entre les États-Unis et la Chine dans les mers de Chine, mais on n'est pas sûr, vous voyez. Et comme ça, mais ça ne veut pas dire guerre générale. Donc il y a toutes sortes de conflits. Après, il faut décortiquer, parce que si on ne précise pas de quel genre de conflit il s'agit, il y a la compétition économique, technologique, scientifique, il y a les cyberguerres, il y a toute une série de choses. Il y a la question des... Qui aurait pensé à la guerre des masques, pardon, mais, oui, non, mais ça, c'est anecdotique, mais en même temps, c'était tout à fait étonnant. C'est révélateur, mais c'est anecdotique quand même, parce que ça révèle une dépendance extrême, parce que les gens ont vraiment cru, enfin en tout cas chez nous, à la mondialisation totale, et le moindre réflexe de précautions sanitaires au niveau national aurait été taxé de souverainisme débile archaïque il y a quelques années. Bon, mais ça c'est autre chose. Donc je pense qu'il faut distinguer dans les conflits possibles les rivalités économiques classiques, les vrais conflits comme la guerre froide qui s'installe entre les États-Unis et la Chine, à la déconstruction de tout ce qui avait été bâti depuis Deng Xiaoping et Kissinger, jusqu'où ça peut aller, la guerre technologique, l'affaire de la 5G par exemple. En Europe, c'est typique, et sur beaucoup de sujets, les Européens risquent d'être écartelés. Il y a les risques militaires vrais. Si on parle aux Polonais, ils parlent de la menace russe, à mon avis exagérée, mais enfin, c'est leur point de vue. Ils sont juste à côté. Il y a même une dimension conflit de civilisation. Ce terme horrifie plein de gens, mais je continue à penser ce que j'avais dit à Jacques Chirac il y a très très longtemps, quand il m'avait dit « je condamne cette théorie ». Et moi, je dis « je combats le risque ». Vous voyez, c'est pas la même approche. Et puis, il y a les questions écologiques, tout le monde comprend maintenant que c'est gravissime, que c'est vrai, et qu'il faut donc, ce que je préconise, écologiser, ça va prendre des dizaines d'années, hein, mais ça va se traduire dans certains cas par des bagarres sur le rythme et les modalités, mais peut-être même des vrais conflits. Les questions migratoires qu'il faut réguler avec les pays de départ, de transit, je ne parle pas de l'asile, c'est un autre sujet. Bref, il y a plein de choses. Et si on se demander, puisque c'est notre mission, à prévenir, comment on prévient ça ? C'est pas les mêmes sujets en fait, c'est pas les mêmes endroits. Par exemple, les questions migratoires,
Il faut donc une co-gestion entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. C'est déjà très, très compliqué. La question climatique, ça ne relève pas de la mobilisation des jeunes dans les rues, hein. Ça relève de savoir, est-ce qu'on va inventer des systèmes pour capter le CO2? Est-ce qu'on va inventer des batteries de longue durée pour capter l'énergie solaire durablement? Est-ce qu'on va réduire le CO2 du numérique? Le numérique, aujourd'hui, produit plus de CO2 que l'aviation. Il n'y a aucun mouvement qui boycotte le numérique. Donc, il faut énormément plus de science que tout ce que l'on entend ces derniers temps sur ces sujets. Ce n'est pas les mêmes conflits. Vous voyez? Donc, bien sûr, il y a un énorme programme de prévention à faire, sujet par sujet, menace par menace, conflit par conflit. Et ne rêvons pas, pour régler tout ça, d'une gouvernance mondiale. Pas maintenant. Dans l'histoire, c'est toujours les vainqueurs qui l'imposent, 1918, 45, etc. Et si aujourd'hui il y avait une gouvernance mondiale, ce qui n'est pas le cas, on en a déjà parlé tous les trois, hein, ce serait un accord sino-américain. On va pas souhaiter ça maintenant, vous voyez. On va en parler justement. Jusqu'au jour où l'Europe serait capable d'avoir ses visions, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut traiter menace par menace, en fait. On va en parler justement avec Robert Mallet, qui était avec nous, qui est président de l'International Crisis Group à Washington. Vous avez été beaucoup justement sur des lieux de conflit dans une recherche de médiation. Donc, est-ce que justement ce que vient de dire Hubert Védrine, ce qu'a dit François-Xavier Priolo sur la nécessité de prévenir toutes sortes de conflits, mais comment et cette multiplicité des conflits, comment le voyez-vous? Comment les prévenir? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Hubert Védrine, mais je voudrais revenir sur la question de est-ce qu'on est dans un monde beaucoup plus dysfonctionnel, comme l'a dit Antonio Gutiérrez. Je pense qu'il ne faut pas faire preuve de trop de nostalgie. C'est pas comme si l'époque de la guerre froide était une époque de relations fonctionnelles entre les États-Unis et l'Union soviétique. On peut penser à des guerres extrêmement douloureuses, extrêmement coûteuses, du Vietnam jusqu'en Afrique, qui étaient souvent des guerres interposées entre grandes puissances. Donc, je pense parfois on regarde le passé avec un peu trop de nostalgie et le présent avec un peu trop de crainte. Donc, c'est une première remarque. Deuxième remarque, il est vrai, nous sommes dans une période de transition entre ce que Hubert Védrine avait appelé à l'époque l'hyperpuissance américaine, et ce qui est naturel, c'est que cette hyperpuissance fait face à des résistances faiblies. D'autres puissances émergent, la Chine en particulier, et puis des puissances régionales qui, face à ce vide, essaient également de s'affirmer ou de se défendre. Donc on est dans un monde en transition entre un certain ordre, qui était également un certain désordre, et un nouveau qui surgit. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, les règles ne sont pas aussi claires, les rapports de force sont également plus incertains, et donc certains conflits éclatent, et c'est pas pour dire qu'on est dans une position beaucoup plus dangereuse qu'on l'était pendant la guerre froide, mais une position où les dangers sont différents et où, comme l'a dit Hubert Védrine, chaque conflit, qu'il soit des conflits classiques ou des conflits cyber ou des conflits, ou que ce soit le terrorisme, a besoin de sa réponse. Nous, notre façon de procéder à Crisis Group, c'est justement de regarder conflit par conflit, parce que chaque conflit a sa propre dynamique, ses propres motivations, évidemment affecté par le fait que nous sommes, comme je l'ai dit, dans une situation où chaque pays, chaque acteur non étatique cherche sa place et essaie de s'imposer dans un monde où les règles sont encore à définir. Mais j'insiste là-dessus, c'est vrai qu'on peut faire preuve de pessimisme parce qu'il y a plus de conflits aujourd'hui, en tout cas depuis à peu près 2011, qu'il y en avait pendant une longue période précédente. C'est parce que le monde éclate. Mais il y a du bon dans le fait qu'on peut redéfinir des règles d'un monde qui était vécu par beaucoup comme étant injuste, avec des règles, avec beaucoup d'inégalités, et qui ont contribué justement à la fin de cet ordre dominé par les États-Unis et par d'autres et par certains. Et nous sommes dans une phase où il va falloir définir des nouveaux rapports de force. Et espérons que ce seront des rapports de force et que ce sont des règles qui amèneront moins de conflits. Mais bon, c'est tout l'enjeu de la période qui vient. Juste un mot, vous disiez ne soyons pas si pessimistes. Ça veut dire que vous avez le sentiment que s'il y a de nombreux conflits très différents, c'est peut-être plus facile. Le mot est peut-être un peu rapide, mais moins complexe, moins compliqué de les prévenir. Non, lorsque je dis qu'il ne faut pas être aussi pessimiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que nous partons d'un monde qui était ordonné où la paix régnait. Aujourd'hui, c'est le chaos. Non, je ne suis pas optimiste dans le sens qu'il
il y a énormément de conflits et justement, on en découvre de nouveau tous les jours et c'est le travail de l'organisation que je dirige. Mais je dis que c'est pas comme si le passé était comme quand je réagis à la remarque d'Antonio Gutiérrez qui dit que les rapports entre grandes puissances n'ont jamais été aussi dysfonctionnels. Je ne pense pas que ce soit exact. Et quand je dis qu'il ne faut pas être trop pessimiste, c'est que on est dans une période où justement on a la chance de pouvoir définir de nouvelles règles. Ça peut très mal se passer. Je suis plutôt pessimiste qu'optimiste, mais je pense que il en va des actions de chacun, des États comme des acteurs non étatiques, de faire de leur mieux pour définir un monde où justement certaines des injustices, des inégalités, des rapports de force tout à fait inéquitables du passé ne survivront pas. Ça peut très mal se passer également. Donc, et les conflits aujourd'hui, on en voit souvent. Regardez ce qui se passe lorsqu'on parle de conflits non traditionnels. On regarde ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Des explosions mystérieuses presque tous les jours. Est-ce que c'est une nouvelle forme de guerre qu'on ne voit pas, invisible, qui peut mener malheureusement à une guerre beaucoup plus sanguinaire et beaucoup plus visible pour le cas. Donc on est dans un monde où, à cause de l'incertitude, des acteurs cherchent à avancer leurs pions, à avancer leurs intérêts, tout en sachant qu'ils ne seront peut-être pas protégés par une grande puissance. Donc je suis inquiet, il n'y a aucun doute qu'il faut faire preuve qu'il y a des raisons de craindre le chaos qui vient, mais également des raisons d'espérer qu'avec des actions fortes, certains acteurs pourront définir un monde avec des règles différentes de celles qui ont ordonné le monde jusqu'à maintenant. Dominique Moisy, pessimisme, optimisme, et surtout, autre type de conflit auquel on assiste, en Libye, où par exemple la Turquie et la Russie s'affrontent, alors qu'en Syrie, elles étaient alliées. Donc désordre quand même au quotidien, avec des alliances imprévisibles, avec des situations tout à fait imprévisibles. Comment prévenir ? Non, le problème, me semble-t-il, c'est qu'on est entre deux systèmes internationaux. Au fond, si on regarde le monde depuis 1945, il y a eu la phase de la guerre froide, 45, 89, 91. Il y a eu ce qu'on a appelé l'après-guerre froide. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la nouvelle guerre froide ? Est-ce qu'on peut comparer la rivalité entre les États-Unis et la Chine avec ce qu'était hier la rivalité entre les États-Unis et l'URSS? Et je crois qu'il y a des raisons pour dire oui et des raisons pour dire non. Les raisons pour dire oui, c'est qu'il est clairement, il apparaît clairement que les États-Unis et la Chine sont en tête, sont dans une catégorie à part des autres puissances. Avec une différence majeure, c'est que la Chine est une puissance multidimensionnelle et qu'il y a une interdépendance entre les États-Unis, le reste du monde et la Chine qui n'existait pas du tout dans le cas de l'URSS. Et il y a des inconnus majeurs. Si on regarde l'impact du Covid-19, Hubert Védrine disait « c'est la première fois que nous avons tous peur en même temps ». Et je dirais oui, mais pas nécessairement de la même manière. Les continents qui ont connu la pandémie, qu'il s'agisse de l'Afrique avec Ebola ou qu'il s'agisse de l'Asie avec le SARS, étaient mieux préparés psychologiquement à son arrivée. Ils savaient non pas seulement que ça pouvait arriver, mais ils l'avaient expérimenté dans leur corps. La double inconnue qui me paraît essentielle aujourd'hui, c'est l'inconnue américaine et l'inconnue chinoise. L'inconnue américaine, c'est au fond le Covid a quelque chose, malheur et bon. Les chances de Donald Trump d'être réélu président des États-Unis sont infiniment moins bonnes après le Covid qu'avant. Il a très mal réagi. Les populistes au pouvoir sont affaiblis par leur gestion chaotique de la crise sanitaire. Donc on peut dire que ça, c'est une très bonne chose. Alors si demain Biden est élu président des États-Unis, ce que j'espère bien évidemment, mais ce que je crois de plus en plus, il ne faut pas se dire qu'on va revenir
à un monde classique d'hier. Ordonné. Ordonné. L'Amérique ne va pas retrouver la paix par l'Empire, le hard power qui était le sien, mais elle va retrouver une partie de son soft power. Elle remettra l'accent sur les alliances, sur le multilatéralisme, et ça placera la Chine en position défensive. La Chine a besoin, pour la stabilité de son système, du maintien de la croissance économique. Non seulement il n'y a plus de croissance, mais il y a en face une Amérique qui renaît au soft power. Au moment où la Chine était en train de nous dire, vous savez, votre système démocratique, ça ne fonctionne pas. Il faut un régime autoritaire. Ben, les Chinois en sont de moins en moins convaincus, ce qui explique aussi pour partie la fermeté extrême de la Chine par rapport à Hong Kong. Mais donc, en fait, nous entrons, je crois, dans une troisième phase du système international depuis 1945. Est-ce que l'Europe pourra jouer un rôle dans cette troisième phase ou non? C'est la troisième inconnue, l'inconnue européenne. Elle a plutôt bien réagi après quelques semaines de flottement. Est-ce que ça suffit? C'est une autre question. On va retrouver justement Yan Xiaotong, qui est secrétaire général du World Peace Forum en Chine. Merci d'être avec nous. Et comment réagissez-vous à ce qu'on vient de dire sur la position de la Chine aujourd'hui dans ce nouveau désordre mondial qui existait avant la crise du Covid, mais qui, d'une certaine façon, s'est aggravé ou en tout cas a été plus ressenti par tous les citoyens du monde? Bien. Moi, j'ai 3 points dont je voudrais parler. D'abord, je suis d'accord avec cette idée que le monde bouge. On entre dans une troisième période depuis 1945. La première période, c'est la guerre froide. La deuxième période, c'est l'après-guerre froide. Actuellement, nous passons à la troisième période. Mais je pense que la notion de nouvelle guerre froide va être, je pense que ça va créer une confusion si on veut comprendre les caractéristiques de cette troisième période. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre froide? La guerre froide, c'est un genre de guerre. Par exemple, pendant la guerre froide, nous avons la guerre coréenne. En Corée, vous avez la guerre au Vietnam. Et évidemment, les guerres au Moyen-Orient, la guerre entre l'Inde et le Pakistan, en Afghanistan, par exemple, et de nombreuses guerres qui étaient menées soit par les États-Unis, soit par l'Union soviétique. Et donc, lorsqu'on est passé à la deuxième période, la période d'après-guerre froide, il y avait encore des guerres, mais il n'y avait plus de guerre entre les États-Unis et d'autres grandes puissances. C'était les groupes menés par les États-Unis avec les pays occidentaux et les autres pays. Alors, moi, j'utiliserai le terme. Je parlerai de la paix pendant cette troisième période, parce que pendant cette troisième période, il y a eu très peu il n'y a pas eu de guerre, par exemple, pas entre la Chine et les États-Unis, non. Et donc, la deuxième, même la guerre parmi d'autres pays ont été soutenus soit par la Chine, soit par les États-Unis militairement. Excusez-moi, là, donc, la troisième période, moi, j'utiliserai le terme de paix. Une paix instable, si vous voulez. Il y a des confrontations, c'est vrai. Il y a une rivalité entre les États-Unis et la Chine qui est très sérieuse. Mais c'est dans le cybermonde, ce n'est pas une guerre géographique militarisée. Et donc, la cyberguerre va se poursuivre. Et elle est conduite tous les jours. C'est tous les jours qu'elle est menée, cette guerre, cette cyberguerre. Au cours de cette troisième période. Donc, je dirais, il ne faut pas utiliser la notion de guerre froide pour décrire la troisième période, plutôt la cyberguerre. Et
c'est une concurrence pacifique entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est une paix instable. Et ce que je voudrais dire également, c'est que je suis totalement d'accord que la première période, la guerre froide, c'est lorsqu'on passe maintenant, excusez-moi, à l'après-guerre froide, c'est une guerre unipolaire. Maintenant, on passe à une nouvelle guerre bipolaire. C'est ça, c'est bipolaire. Et donc, les États-Unis est encore la superpuissance la plus forte. Et peut-être que les États-Unis vont rester cette superpuissance pendant 2 décennies. Mais malheureusement, les Américains ne veulent pas assurer le leadership, ne veulent plus assurer le leadership, ne veulent pas apporter un leadership mondial. Et c'est la différence si on compare par exemple à l'après-guerre froide et la guerre froide. C'est une autre caractéristique de cette troisième période. Donc, pour ce qui est des... Non. Elle assurait du leadership? Exactly. Oui, exactement. Je dirais que nombre de personnes pensent que la Chine est en concurrence avec les États-Unis pour ce leadership. Mais la Chine, je ne dirais pas que la Chine n'a pas de motivation. Bon, elle veut non, la Chine n'a pas la capacité d'assurer ce leadership. Elle n'a pas les ressources pour assurer ce leadership. Donc, bon, une superpuissance peut chercher d'avoir ce leadership. Ben, elle doit avoir les ressources. Il faut la capacité d'y arriver, d'assurer ce leadership. Donc, même si vous avez la capacité matérielle, le PIB de la Chine est de 2/3 de celui des États-Unis. Ils ne peuvent pas concurrencer les États-Unis. En termes de capacité militaire, le militaire chinois est un 7e de la puissance américaine. Et donc, aucune manière qu'elle peut assurer le leadership. Elle ne peut pas assurer la sécurité du monde, par exemple. En troisième lieu, il est également très important la soft power, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent, regardez, le soft power américain est dans le déclin et en Chine, ça augmente. C'est vrai, mais le soft power de la Chine est plus important que celui des États-Unis. Donc, les États-Unis ont fait des alliances avec de nombreux pays. La Chine n'a pas d'alliance. Elle n'a pas d'alliance. La Chine n'a pas d'alliance. Donc, comment voulez-vous être une superpuissance qu'ils assurent le leadership mondial sans avoir des amis, sans avoir des alliances avec d'autres pays? Aux États-Unis, les États-Unis ont beaucoup d'alliés. Et donc, pour ma part, je pense que la Chine n'a pas les ressources ou la capacité d'assurer le leadership global. Merci, on va revenir vers vous, bien sûr. Hubert Védrine, paix instable, Chine qui ne peut pas assurer une forme de leadership global. C'est intéressant parce que on a quand même un sentiment, ça voudrait dire que la Chine veut plutôt jouer l'empêcheur, pas prendre non plus le leadership, mais être plutôt un empêcheur et donc source parfois de conflits, mais sans en assumer les conséquences. Donc, comment est-ce qu'on parle à la Chine? Comment est-ce que les autres puissances, est-ce que la Russie a un rôle à jouer encore? Comment est-ce que vous voyez cela? Alors d'abord, notre ami chinois, notre expert chinois en géopolitique apporte des nuances très intéressantes. On n'est pas forcément d'accord, mais c'est très très fin ce qu'il vient de dire par rapport au débat classique. Tout à fait. Qui étaient les spécialistes de la Chine disant il n'y a pas de crainte avec la Chine, ils méprisent tellement le monde extérieur qu'ils ne vont pas nous faire le coup des valeurs chinoises universelles, contrairement à nous, et donc il n'y a pas de problème, qu'ils ne vont pas chercher à nous convertir à leur truc. Et les gens qui regardent les chiffres brutalement, ils disent oui, d'accord, mais à ce niveau de puissance, de développement, d'influence dans le monde, les routes de la soie qui sont la route des Indes de la Grande-Bretagne, puissance 10. Hein. Bon. Dit non, en fait, maintenant, il y a un vrai projet et ils veulent être la puissance numéro 1. Et ce que les États-Unis ne peuvent pas accepter, on ne sait pas ce que sera l'issue. Alors, la nuance à porter, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment, et ce n'est pas exclu, parce que selon les moments, les Chinois disent c'est pas notre intention, on veut simplement se développer. Vous ne devez pas nous empêcher de nous développer. Donc, on va dire oui, mais si on calcule le poids multiplié par l'énergie et la vitesse, ça donne quand même la puissance numéro 1, même si ce n'était pas théoriquement l'intention, contrairement aux chrétiens ou aux musulmans qui ont toujours voulu répandre leurs valeurs dans le monde par la force. Bon. On est dans une situation intermédiaire.
Mais je dirais que quelle que soit la réponse à cette, disons, à l'affinement de la question, très intéressant, la question, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, finalement, par rapport à ça, que l'on croit ou pas aux intentions relativement pacifiques ou normales ou légitimes de la Chine. On comprend très bien que la Chine veuille effacer à tout jamais le souvenir de 2 siècles d'humiliation et de la guerre de l'opium. C'est quand même ce qu'on a fait de pire dans le genre colonisation cynique. Bon. Oui, d'accord, et nous? Donc ça revient à notre question. Donc ça revient, on l'a effleuré déjà tous, la question c'est, nous les Européens, qu'est-ce qu'on devient là-dedans? Est-ce qu'on va se rallier à l'un ou à l'autre? Ou alors réinventer la réelle politique, ce qui serait un progrès, en jouant un peu de la Chine pour contenir les États-Unis, un peu pour contenir la Chine. Est-ce qu'on est capable de penser comme ça? Non. L'Europe telle qu'elle a été imaginée, donc l'Allemagne essayait un petit peu. À peine, à peine. Non, il y a un problème mental, il n'y a pas un problème de traité ou de procédure, il y a un problème mental chez les Européens. Donc moi je pense, je suis typiquement français classique là-dessus. Il faudrait une Europe puissance, sinon l'Europe est impuissante et dépendante. Ça ne veut pas dire plus d'intégration, hein. Parce que si on vote à la majorité, l'Europe est une entité neutre qui n'a plus de pensée sur rien, en fait. Bon. Donc on en est là. Comment faire pour ne pas être écartelé? Quelle que soit la force réelle de la Chine au bout du compte, quelle que soit l'évolution réelle des États-Unis. Ce qu'a dit Dominique Moïse sur l'hypothèse Biden, c'est très intéressant, mais il a dit aussi, et je suis d'accord, qu'on ne va pas revenir à l'Amérique en technicolor d'avant. Bon. Donc ça nous qu'est-ce qu'on veut? Et jusqu'à maintenant, les Européens sont bloqués là-dessus. Ils ne veulent pas d'une Europe puissance, ce que les Français disent depuis très longtemps. Et plus récemment, même avec les changements d'Angela Merkel récents, même avec le plan de relance franco-allemand, etc. Enfin, il n'y a pas un embryon d'Europe puissance? Ce n'est pas mon analyse, ça. C'est très très bien. Je trouve ça très bien, la proposition. La première réaction de l'Europe était d'ailleurs très bien, Dominique l'a dit. Le plan Macron-Merkel, Merkel a bougé parce que l'Allemagne ne peut pas prendre le risque de voir s'effondrer l'économie de l'Italie du Nord. Ce n'est pas du tout pour l'intégration théorique. Elle le dit d'ailleurs, elle est très honnête. Elle dit c'est l'intérêt de l'Allemagne. L'Allemagne fait l'essentiel de son excédent sur la zone euro. Donc elle ne peut pas assumer, c'est trop dangereux si l'effondrement économique de la zone euro. Bon, enfin, ça nous renvoie à la même question. Est-ce que les Européens sont prêts à accepter que dans certains domaines, avec prudence et sans provocation ni arrogance, l'Europe devienne une sorte de puissance capable de se faire respecter par l'ensemble des puissances dans le monde qui ne la respectent plus vraiment? C'est ça la question. Quels que soient les conflits auxquels on peut penser. François-Xavier Préolo. Justement, on voit des différentes interventions qu'il y a 2 scénarios qui semblent être écartés. C'est celui de la guerre totale, et vous l'avez dit, Hubert Védrine, tout à l'heure, et c'est celui de la paix durable. Parce que quand on parle de paix instable, en réalité, on accepte l'idée que cette paix, elle est faite d'imprévisibilité, de réactions qui sont peu prévisibles. Et du coup, on a cette fragmentation des conflits qui ont leur propre logique, leur propre dynamique et également leur propre résolution. Et comment se positionnent les Européens? Comment se positionnent toutes ces puissances qui sont désormais des puissances relatives et qui ont une carte à jouer dans ce nouvel, et c'est ça la 3e étape, c'est un internaute posait cette question en disant finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une paix froide plutôt qu'une guerre froide? Dominique Moisy. C'est ce qu'a dit notre ami chinois, hein, oui, un paix instable. Un paix instable, tout à fait. Je voudrais revenir sur les propos de notre ami chinois. Il parle un peu comme Corneille, la Chine telle qu'elle devrait être. Et on a un peu parlé comme Racine, la Chine telle qu'elle est. Il y a quand même un conflit armé entre l'Inde et la Chine, entre la Chine et l'Inde, qui se déroule en ce moment au sommet de l'Himalaya, qui est un conflit réel, et pas simplement un conflit de cybersécurité. Quand notre ami chinois nous dit le soft power de la Chine est plus important que celui des États-Unis, je ne le crois pas. Et encore moins depuis ce qui s'est passé au cours des derniers mois à Hong Kong. Et au Xinjiang. Tout à fait. Donc je crois qu'on joue un peu avec les mots. Nouvelle guerre froide, paix froide. On n'est pas dans une situation de paix au moment où Xi Jinping très clairement met en avant la rivalité idéologique entre 2 systèmes. C'est pas seulement les intérêts commerciaux, c'est pas seulement c'est notre système, et il le dit très clairement,
est supérieur au vôtre, le vôtre va d'échec en échec. Eh bien, le test grandeur nature va arriver dans les mois et les années qui viennent. Lequel des deux systèmes va se révéler être le plus fragile face à l'explosion, hélas, de la crise économique? Robert Malley, à Washington, vous avez entendu notre ami de Chine, vous entendez un peu les réactions. Vu du point de vue américain, c'est ce mot de paix froide, de paix instable que vous utiliseriez aussi? D'abord, vous savez, aux États-Unis, on a cette tendance à toujours chercher le nouvel ennemi numéro un. Donc, à un moment, c'était l'Irak, Osama Ben Laden. Avant ça, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la Chine. Et c'est un des rares sujets sur lesquels il y a consensus entre démocrates et républicains, que la Chine, c'est le danger qui monte et dont il faut vraiment se défendre. À mon avis, il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux là-dedans. Et je pense que le problème, c'est que ça peut devenir une vérité qui s'autoproduit, parce que à dépeindre la Chine comme une force nécessairement agressive, les États-Unis risquent de prendre des mesures qui ne feront que renforcer ce côté chinois. Donc, ça m'inquiète, bien qu'en tant qu'organisation, nous avons souffert nous-mêmes de la Chine. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'un de nos collègues, Michael Kovrig, a été emprisonné en Chine pour des raisons totalement arbitraires, pour faire pression sur le Canada sur le dossier Huawei. C'est un citoyen canadien, il est détenu depuis presque 600 jours, donc je ne fais pas preuve c'est pas par excès de sympathie vis-à-vis de la politique chinoise, mais je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on se dirige pas justement vers un conflit plus dangereux avec la Chine. Moi, il me semble, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je pense que nous sommes dans un monde d'empêcheurs, un monde où, puisqu'il n'y a plus de puissance qui domine réellement, chacun fait preuve de sa force de nuisance. C'est le cas de chacun, et on le voit au niveau des grandes puissances qui essayent chacun d'empêcher les autres de tirer trop avantage de la situation actuelle. On le voit également avec les puissances régionales. Donc, je pense que du point de vue des Américains, la Chine, c'est le danger principal. Ils risquent d'en faire un danger encore plus important s'ils ne font pas attention, et si la politique intérieure qui aujourd'hui mène à cette surenchère, est-ce que Biden est plus faible vis-à-vis de la Chine, ou est-ce que Trump est plus faible vis-à-vis de la Chine. Espérons que après les élections, et je partage l'analyse de Dominique Moisy, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, Joe Biden fait la course largement en tête. Espérons qu'une fois élu, il aura une politique évidemment où il devra contrarier certaines politiques chinoises, mais également une politique intelligente qui consistera à essayer de coopérer, de collaborer avec la Chine sur les dossiers les plus importants de la planète, que ce soit le changement climatique, que ce soit certains problèmes de prolifération nucléaire, que ce soit sur les dossiers économiques ou que ce soit sur les dossiers de règlement des conflits. S'il n'y a pas de coopération entre ces deux puissances, nous risquons de continuer à creuser ou à se diriger vers un monde d'autant plus chaotique. On va se retrouver Yan Xuetong. Justement, comment est-ce qu'on peut collaborer avec la Chine? Dans le fond, c'est ce qu'on entend, pour éviter la multiplication des conflits. Est-ce que c'est ça la solution? C'est trouver des chemins pour collaborer avec la Chine sur des domaines différents, pour éviter, même si on a expliqué clairement que du point de vue occidental, la Chine est un système qui ne cache pas notamment une volonté de répression de ses adversaires idéologiques ou d'autres, internes et externes. Est-ce que c'est ça la solution? Trouver des accords thème par thème, sujet par sujet, pour retrouver un axe qui permettrait la non-éclosion de conflits? Je pense que c'est une excellente question et j'aime bien ce sujet. Tout d'abord, laissez-moi dire que, en fait, et même si nous comparons la concurrence entre la Chine et les États-Unis et ce qui compare à les États-Unis et l'URSS pendant l'idéologie, bon, donc ceci n'est pas la compétition n'est plus un problème pour une compétition. L'idéologie aujourd'hui, il y avait autrefois une idéologie globale, mais je pense que les États-Unis et la Chine il y a des utilisations rhétoriques et ceci
pour nos marchés, pour avoir plus d'investissements, pour avoir des supériorités techniques, pour avoir plus... Donc, vous voyez que derrière ceci, il y a les intérêts économiques plutôt que les intérêts idéologiques. Donc, je pense que c'est la différence fondamentale entre les éléments actuels et la guerre froide. L'idéologie de cette période est utilisée pour démilitariser plutôt que de trouver des objectifs pour ces deux pays. Donc, si l'on réfléchit au leadership, et j'ai entendu les orateurs parler des Allemands qui voulaient un leadership sur l'Europe. Je pense que est-ce qu'il y a un leadership complet, unique par l'Allemagne ou l'Europe et la France en bi-leadership, mais ce sera quand même le leadership de l'Europe. Le problème, c'est qu'on a un monde sans leadership. Est-ce que, au moins, il faudrait un leadership qui fonctionne. Donc, il n'y a aucun pays qui, unilatéralement, qui peut assurer un leadership du monde, bien sûr. Donc, maintenant, je reviens à la politique étrangère de la Chine. Et donc, ceci est également piloté par certains des intérêts. Donc, le développement, plus de respect pour le monde et les choses de cette nature. Et de cette façon, d'autres pays s'aperçoivent que très facilement, on peut travailler avec la Chine sur tous les centres d'intérêt si on ne veut pas tout en essayant de ne pas entrer dans un conflit idéologique et la Chine. Prenons l'histoire entre la Chine et l'Inde. Donc, c'est une très longue histoire de conflit territorial et ça n'a rien à voir avec la montée en puissance de la Chine. C'est une très ancienne histoire. Et donc, lorsque des affrontements se produisent entre soldats, mais qu'aucun des pays ne veut se retirer, et donc dans un monde aussi moderne, et que les soldats indiens et chinois se battent presque à main nue, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc de mon point de vue, et ça veut dire que les deux pays sont contraints à l'action militaire. Ils ne veulent pas avoir une guerre entre eux, mais cela. Il faut être très prudent lorsque l'on veut essayer de comprendre. Ils sont prudents en comprenant bien les conflits d'une guerre, tout ça. Et donc, ils veulent régler ceci de façon limitée. Mais l'autre point, tant que le monde et les gens gardent à l'esprit la guerre froide, à la mémoire de la guerre froide, et tant que le monde... Donc, notre monde va revenir à des références de la guerre froide et tous les pays vont être contraints par des conflits idéologiques. Et donc, si les pays arrêtent d'attaquer les pays sur leurs principes idéologiques, ceci va assurer une meilleure situation. Et même la Chine et les États-Unis peuvent donc... Il faut accepter le système chinois et c'est comme ça qu'on évitera les conflits. Il faut accepter ce qui se passe en Chine et il faut accepter le système chinois pour éviter les conflits, pour prévenir les conflits. Et vous nous dites, il ne faut pas toucher, il ne faut pas contester les méthodes du pouvoir chinois de façon à pouvoir faire pouvoir trouver des solutions. C'est ce que je comprends de ce que vous dites. Donc, de notre côté, du côté des démocraties occidentales... Non, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est parce que... Non, c'est pas ça. Je ne dis pas que les autres, pour les autres pays d'accepter l'idéologie ou la puissance chinoise. Et si la Chine dit, voici ce que je fais ce que je veux chez moi, je ne veux pas que vous impliquiez dans vos affaires domestiques. Je ne m'implique pas dans vos affaires domestiques, quel que soit ce que vous fassiez chez vous. Donc, ça, c'est le principe chinois de la non-intervention dans les affaires domestiques des pays. Oui,
Donc voilà, et pardon madame, attendez, monsieur parle, pardon. Simplement, de notre côté, démocraties occidentales, dans le schéma que dresse finalement Dominique Moisy, les démocraties occidentales, elles sont beaucoup plus fragiles. Elles sont contestées de l'intérieur, elles sont pas unies, si on parle de l'Europe, elles n'ont pas la force du fonctionnement et de l'idéologie chinoise, du système chinois. Et donc, dans le fond, c'est beaucoup plus difficile, du coup, de prévenir les conflits. Non, ça dépend quel conflit. On en a parlé au début. Il y a peut-être certains conflits sur lesquels votre observation très juste ne joue pas, en fait, par rapport à ça. Par exemple, l'ONU, on ne parle pas des conflits réglés, mais l'ONU a quand même réussi par des opérations de maintien de la paix dans 20 ou 30 endroits, dans des conflits de deuxième ou troisième catégorie, à calmer à peu près les choses. Bon. Mais c'est la question du réalisme. C'est toujours difficile dans les médias face à l'opinion. Nous ne contrôlons plus le monde. Ça ne veut pas dire qu'on soit faible, impuissant ou pauvre. On est riche, puissant, tout ce qu'on veut, mais on n'a plus le monopole. Les pays en développement sur lesquels on versait des larmes de crocodile, ils se sont développés, ils ont émergé. Ça donne des puissances. Et ça donne notamment un mastodonte, qu'est la Chine. Quel levier on a? C'est la très ancienne et très intelligente distinction de Badinter sur les droits de l'homme. On dit chez nous de façon automatique, la France, patrie des droits de l'homme. Badinter dit on est la patrie de la déclaration. Ça ne donne pas une baguette magique pour transformer l'ensemble de la Chine en un gros Danemark. Voyez. Alors évidemment, il y a toute une partie de l'opinion qui trouve son histoire, son identité, sa légitimité en dénonçant ça et en espérant qu'on puisse intervenir plus, peser plus, influencer plus. Ça serait formidable si c'était vrai, mais on a vu dans les 30 années après la fin de l'URSS, quand l'Occident a pensé pouvoir faire ce qu'il veut à peu près partout, la plupart des interventions ont tourné au fiasco, pas toutes, mais beaucoup. Donc c'est très 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 difficile à vivre. Donc soyons réalistes. Même pour les réalistes, c'est pénible. C'est pénible. Mais comment on fait alors? La seule réponse, c'est que l'Europe s'assume comme une puissance, parce que la seule chose qui change les pronostics qu'ont fait les uns et les autres, qui sont assez convergents en idée ce matin, ce serait si les Européens décidaient de peser en tant que puissance. Et alors, quand on dit puissance, il ne faut pas que les gens comprennent 200 pays. La plupart des pays ne sont pas du tout des puissances. Les puissances dans le monde, il y en a les puissances anciennes qui sont contestées, les puissances montantes, y compris des petits pays, il n'y a pas que les grands pays, une quinzaine à peu près. Donc on est une puissance là-dedans. Mais les Européens n'arrivent pas à franchir le pas mental de s'assumer comme une puissance pour être mieux respectés par les Américains et qu'ils arrêtent leur politique de sanctions unilatérales effrayantes par les Russes, par les Chinois, bien sûr on en parle, par Netanyahou, par les Turcs, par les Saoudiens, par les trafiquants d'immigration clandestine, par les GAFA qui ont fait la pluie et le beau temps. Bon. Donc ça revient à nous en fait. Sinon, on n'est pas très divergent sur, y compris avec les nuances chinoises, on n'est pas très divergent sur les scénarios, qui sont des scénarios mer agités, très agités tout le temps. Voilà, sans résultat notablement différents. Oui, effectivement. Il y a un sujet sur la puissance, c'est quand même que cette pandémie, elle a revisité complètement la notion de souveraineté. Et on l'a vu sur des sujets à la fois économiques, industriels. La guerre des masques, c'était bien aussi notre capacité à nous protéger nous-mêmes sans dépendre des autres, et que la mondialisation, elle est revisitée à l'aune de la souveraineté. Et le sujet aujourd'hui sur l'Europe et sa capacité à s'affirmer comme puissance, c'est aussi de repenser la relation entre des puissances comme l'est la France dans le camp des vainqueurs en 1945. Et grâce à Churchill. Tout à fait. Mais aussi cette capacité à accepter de partager cette souveraineté. Est-ce que la situation aujourd'hui... non, c'est l'inverse. Non, la question du partage de la souveraineté, c'est ce qu'on nous serine depuis 20 à 30 ans. La souveraineté, c'est complètement ridicule, c'est dépassé. Il n'y a que les Européens qui pensent ça. Oui, mais c'est pas source de conflit, ça, de se dire, en fait, on va retrouver notre souveraineté. C'est pas une source de conflit, ça? Ça peut pas être une source de conflit? C'est absolument compatible. Je crois qu'il y a un conflit en ce moment qui est très intéressant, qui est une illustration de notre débat. C'est ce qui se passe en Libye. L'Allemagne, en 2011, refuse d'intervenir militairement en Libye. En 2020, c'est à Berlin qu'a lieu la conférence sur la paix pour la Libye. La France... Le conflit est toujours vif et même terrible. Non, pire que jamais. Pire que jamais. Voilà. La Libye est en train de devenir la nouvelle Syrie. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Européens ont été littéralement incapables d'adopter une position commune. Certains, comme la France, soutiennent plus ou moins
plutôt plus que moins le général Haftar. D'autres sont du côté du gouvernement soutenu par les Nations Unies. Nous étions du côté des vainqueurs jusqu'il y a quelques semaines. Nous sommes plutôt du côté des perdants. Mais en réalité, le grand perdant là-dedans, c'est l'Europe. Et face à cette division sur cette question essentielle, il y a un pays comme la Chine qui quand même se comporte un peu comme l'URSS d'hier, en disant « ce qui est à moi est à moi ». Hong Kong aujourd'hui, Taïwan demain, ce qui est à vous est peut-être négociable. Et on retrouve, et donc c'est la division de l'Europe par rapport à ce type de comportement qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, problématique. Et sur ce plan, je rejoins beaucoup les propos réalistes de Hubert Védrine, mais qui sont justes. On va aller à Washington dans un instant. Les Européens ne se divisent pas, ils n'ont jamais été unis là-dessus. Oui. Ils n'arrivent pas à s'unir. Et sur le point d'avant, juste une phrase. Il n'y a pas de contradiction sur l'histoire de souveraineté parce qu'on s'est aperçu qu'on était trop loin dans la mondialisation, dérégulée, financiarisée, etc. Et que c'est absurde de dépendre totalement, dans certains domaines vitaux, d'un seul pays. Bien sûr. On l'a vu dans le domaine sanitaire de façon très violente, donc, très dure. Vouloir corriger ça, c'est pas revenir à une souveraineté autarcique complètement débile à l'ancienne. C'est des souverainetés modernes, coopératives. Enfin, on était très 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 loin dans l'abandon de souveraineté. Donc ne soyez pas alarmés si ça se corrige un peu. Personnellement, je ne suis pas alarmée. Robert Mallet, l'Europe unie, un peu plus forte, un peu plus unie, un peu plus claire sur ses objectifs, ça compterait pour les États-Unis, ce serait une source de prévention des conflits? Je peux parler à titre personnel en tant qu'Américain qui a participé à 2 administrations américaines. J'ai toujours été en faveur d'une Europe forte, même d'une Europe plus autonome, parce que je pense que certaines des erreurs stratégiques les plus sérieuses que les États-Unis ont commises depuis 10 ou 20 années, ce sont des erreurs que les Européens ont réalisées, n'ont pas pu empêcher, mais ont réalisé, la guerre en Irak en particulier, le retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran aujourd'hui, le retrait de l'accord de Paris sur le changement climatique. Donc, sur des sujets sur lesquels je suis tout à fait d'accord avec la position européenne, sur le dossier israélo-palestinien également, sur beaucoup de ces dossiers, je pense que l'Europe, j'en parle de façon générale, évidemment, je simplifie, mais elle a aujourd'hui, oui, et l'instinct européen est plus multilatéraliste, il est plus axé vers la diplomatie, il est plus axé vers certaines des valeurs que Crisis Group reflète également. Et je pense que ce serait bon pour les États-Unis d'avoir une Europe plus forte, plus puissante, qui puisse agir dans des circonstances où les États-Unis ne peuvent pas agir, où ils agissent plutôt de façon négative. Est-ce que, je pense que Hubert Védrine a bien résumé le dilemme et le problème, et je pense que ce serait une bonne chose. Et beaucoup de mes collègues américains pensent pareil. Hein. C'est pas faire preuve d'anti-américanisme. Est-ce que vous voyez des bons signaux? Est-ce que vous voyez des signaux? Est-ce que vous voyez des signaux d'une plus grande force ou d'une plus grande unité de l'Europe, ou au contraire, pendant cette crise du Covid, on a quand même été les uns, chacun pour soi, malgré tout, même en Europe, même s'il y a eu des transferts de malades, même s'il y a eu, mais on l'a vécu quand même cette division. Mais est-ce qu'il y a quand même, justement, dans la réaction à la crise du Covid, peut-être un espoir d'unification et de plus grande force? Oui, vu des États-Unis, c'est un peu, on voit les deux, on voit les divisions, mais on a vu également des propos, certainement des propos très forts, que ce soit d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel. Et puis, comme vous l'avez dit, la première réaction à la crise, à la pandémie, ça a été plutôt, la perception ici, ça a été d'une division européenne. Et puis, un élan plus positif qui a fait penser que peut-être que la crise pouvait faire réaliser aux Européens l'intérêt qu'ils avaient à agir ensemble. Mais je ne veux pas trop en dire. D'abord, je ne suis pas expert en la matière et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais en tout cas, la seconde réaction a semblé plus positive que la première et a donné espoir à l'idée que l'Europe peut faire plus agir dans un sens d'un multilatéralisme. Et je pense encore une fois, comme l'a dit Hubert Védrine, c'est très important de ne pas tomber ni dans la nostalgie de la globalisation d'hier, qui a fait preuve, qui est justement a donné lieu à cette contre-réaction, cette réaction très négative vis-à-vis des inégalités produites par la globalisation et la mondialisation. Mais on ne va pas non plus tomber dans un nombrilisme et un chacun pour soi. Il faut réinventer le mondialisme dans un sens plus équitable. Et encore une fois, c'est l'enjeu, et c'est l'enjeu de la crise de la Covid-19, c'est l'enjeu de la crise économique aujourd'hui que nous traversons.
est-ce que nous en sortons avec un monde plus solidaire ou au contraire un monde où chacun va faire preuve de nombrilisme et regarder seulement ses intérêts à court terme aux dépens des intérêts collectifs à plus long terme? Quelques minutes avant la fin, Yan Xiaotong, un petit mot. L'Union européenne forte, pour vous, pour les Chinois, ce serait bien ou au contraire, il faut absolument l'éviter? Bien, en raison de la pression des États-Unis qui augmente sur la Chine, alors évidemment, la Chine souhaite avoir une Europe plus forte. Et moi, si j'ai bien compris, l'Europe sera une puissance intermédiaire entre la Chine et les États-Unis. Et actuellement, les problèmes entre l'Europe et les États-Unis en fait, augmentent. Il y a de plus en plus de problèmes entre l'Europe et les États-Unis. Donc, à mon avis, la Chine veut améliorer les relations avec l'Europe parce que même si la Chine n'a pas autant de soutien de l'Europe, en fait, on souhaite que l'Europe ait une position neutre vis-à-vis de la Chine et de l'Europe. Et donc, de cette façon, plus l'Europe est forte et plus l'Europe est indépendante des États-Unis, mieux c'est pour nous. États-Unis, mieux c'est, effectivement, et c'est peut-être le souhait de tous aussi. François-Xavier Préolo, nous arrivons vers la conclusion de cette table ronde. Alors, une minute pour m'essayer à une synthèse de ce qui a été dit. En effet, je trouve que les propos étaient assez convergents, mais on en retient d'abord sur le constat, un monde de plus en plus complexe et de plus en plus incertain, fait en effet un monde chaotique, fait de fragilité et surtout un monde en transition. On a évoqué cette troisième phase sans précisément définir une appellation sur cette nouvelle phase. Ce qui est clair, c'est qu'elle ne ressemble pas à la phase dans laquelle nous sortons et que sa particularité, c'est l'absence de leadership. Et tout l'enjeu, c'est aujourd'hui comment s'exerce ce leadership, comment il se partage entre plusieurs, puisque personne ne l'assume à lui seul. Deuxième élément, c'est quelle est la vision du monde et de ce monde d'après. Je retiens que c'est pas d'angélisme. Il s'agit ni d'être optimiste ni d'être pessimiste, mais d'être réaliste et puis de pouvoir mettre à l'œuvre ces forces de rééquilibrage, d'inventer ces nouveaux points d'équilibre dans un monde déséquilibré. C'est un petit peu ça le sujet, et la question qui reste entière, c'est celle des solutions, parce que finalement après, le fond du sujet, quel est-il? Quelle solution on apporte à une demande qui émane de plus en plus d'organisations non étatiques, d'une opinion publique internationale, et qui attend non pas seulement des déclarations, mais des résultats. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir été en direct. Merci pour la qualité technique des retransmissions. Merci. Et voilà pour cette table ronde de cette rencontre des économistes d'Aix, des rencontres d'Aix à Paris, d'Aix-sur-Seine.